Bonsoir, bienvenue dans Politique avec une semaine chargée, avec la disparition de Simone Veil. Fin d'une vie, début d'une éternité, elle incarnait le combat sous toutes ses formes, la résistance face à l'antisémitisme, à la brutalité machiste. Elle aimait par-dessus tout l'Europe, à l'heure où celle-ci doit se réformer. À Versailles, quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron, dans un discours que certains ont trouvé pompeux, parlait, lui, de la grandeur de la France, avec comme message « Redevenons ce que nous avons été ». On l'écoute. Nous rendrons le service que le peuple français attend de nous, avec humilité. Alors nous resterons fidèles à cette promesse de nos commencements, cette promesse que nous tiendrons, parce qu'elle est la plus grande, la plus belle qui soit. Faire à l'homme, enfin, un pays digne de lui. Après le congrès, le concret, le lendemain, Édouard Philippe faisait son discours de politique générale, moins d'emphase, avec deux mots-clés, la vérité, le courage. Mesdames et messieurs, sous le regard inquiet des Français, nous dansons sur un volcan qui gronde de plus en plus fort. Certains continuent pourtant à nier l'évidence. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Voilà tout cela sous le regard des parlementaires, nouveaux pour la plupart, divisés dans les rangs de la droite et asphyxiés pour ceux du PS qui voient les uns et les autres quitter le parti. Seule la France insoumise semblait se décerner elle seule le rôle de la meilleure opposition. On en parle avec nos invités. Bonsoir Virginie Leguet. Bonsoir. Vous êtes chef adjoint du service politique de Paris Match. Bienvenue à vous. Bruno Roger Petit, bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Challenge. Bonsoir. Merci d'être là. Patrick Appelmüller, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Humanité. Et Gérard Leclerc, vous êtes éditorialiste politique à Radio Classique. Merci à tous les deux. Donc, le discours d'Emmanuel Macron, on en dit un mot, on vient de l'écouter, n'a pas reçu un accueil formidable de la presse, jugé trop flou, trop dans les nuages. Cependant, est-ce que ce n'est pas le rôle du président de dire qu'un pays peut retrouver sa grandeur, que la France doit redevenir en quelque sorte prétentieuse ? Ça aurait pu se faire en beaucoup moins de mots. Il n'y avait que ça à dire. Non, sinon, moi, je trouve qu'effectivement, c'était un prêche filé de platitudes, une sorte de salmigondis de grands principes, pour ne pas dire grand-chose. Je trouve que c'était très, très long, très. Vous auriez voulu quoi ? Idéalement. Soit une explication réellement précise du cap qu'il voulait suivre, et on en voit des pistes nettement plus marquées avec ce qu'a proposé Édouard Philippe, même s'il n'a pas été très direct non plus dans l'expression. Je trouve qu'on est resté à des grandes généralités, alors que effectivement Emmanuel Macron veut prendre un cap qui est très précis, qui est très libéral, qui passe par le démontage du Code du travail, par tous les pouvoirs ou toutes les latitudes laissées aux entreprises et aux actionnaires. Et je crois que ça méritait d'être dit aux Français, puisque c'est le cap qu'il faut suivre. Oui. Virginie, sur Macron. Il était dans les altitudes, il était aussi souvent dans les généralités. Il a fait un discours extrêmement long, probablement assez redondant, une introduction qui n'en finissait pas, une conclusion dont on attendait avec impatience la fin. Quand j'étais enfant, mon grand-père disait toujours d'une intervention qui ne lui plaisait pas qu'elle était longue et plate comme l'épée de Charlemagne. Mais c'est exactement ça, c'était long et plat. Et finalement, il n'en ressortait pas de grandes pensées directrices. Finalement, on a eu un mois d'images d'Emmanuel Macron au Louvre, Emmanuel Macron aux Champs-Élysées, Emmanuel Macron à Versailles avec Poutine, Emmanuel Macron qui serrait la main de Donald Trump. Mais quand on arrive dans les mots, franchement, c'est un peu décevant parce qu'on attendait quelque chose d'un petit peu plus incarné. C'était joué, parfois un peu surjoué, mais pas incarné au sens où il y avait de la conviction, il y avait un souffle, il y avait quelque chose. C'était vraiment quelque chose de très préparé, de très littéraire, un peu surplombant, mais franchement très plombant. Comme le dit Virginie, Gérard, Macron ne sort pas de sa séquence « J'ai gagné ». Oui, enfin, ça me fait un peu sourire. C'est vrai que c'était trop long, c'est vrai que c'était un petit peu solennel. Cela dit, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que toute la presse politique
s'est largement fourvoyé sur ce discours. Tout le monde avait dit oui, il est en train de tuer le Premier ministre, il va parasiter son discours, il fait son propre discours la veille du discours de politique générale du Premier ministre, et donc il va lui, quelque part, le Premier ministre n'aura plus rien à dire. Or, c'est pas vrai. Il est justement resté parfaitement dans ce qui doit être le rôle du président, c'est-à-dire fixer un cap, donner du sens, et l'action gouvernementale, c'est au Premier ministre de le développer. Donc on ne peut pas lui reprocher en même temps d'avoir fait quelque chose de trop général, trop dans les idées, trop dans les principes, etc. Alors que la veille, on disait que c'était absurde et qu'il allait parasiter le discours du Premier ministre. Donc il faut être, je pense qu'il faut être un peu honnête et un peu équilibré, quoi. Cela dit, c'est vrai que Emmanuel Macron n'est pas un grand orateur, mais à mon avis, il ne l'a jamais été, que son discours était un petit peu long. Mais, je dis, il ne mérite pas ce qu'on a entendu. Quoi. Ouais. Cet excès d'indignité. Bruno, quand la presse dit que la pensée du président est complexe, est-ce que c'est nous qui... Est-ce que c'est l'Élysée qui dit qu'elle est complexe. Oui, c'est ça, quand l'Élysée dit que la pensée du président est trop complexe, est-ce que soit lui est trop intelligent ou les journalistes sont un peu plus bas de plafond non, mais Bien, donc où je me fâche avec le président de la République, où je me fâche avec les confrères qui sont là. Écoutez, devant moi. Je ne veux pas juger. Ce que je veux dire, c'est que quand un président parle effectivement d'une grandeur de la France, parle de dignité, etc. Est-ce que de rendre cette grandeur à la France en prenant le principe de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, c'est pas mal, non? D'abord, je pense que c'est un discours qui doit être relu après avoir été écouté. Justement parce que dans l'interprétation, Emmanuel Macron, qui avait terminé de le rédiger à 2h du matin la veille, a savonné plusieurs fois, ce qui est toujours le signe en général qu'on n'a pas eu le temps de lire et relire le discours pour se le mettre en tête et donc en bouche. Donc il faut le relire. Parce qu'effectivement, il y a, entre guillemets, la philosophie politique de ce qu'est le macronisme. C'est-à-dire qu'on se situe d'une certaine façon entre Raymond Aron et Tocqueville. Et puis pour ce qui est de l'action politique, je rappelle que quand on demandait à Emmanuel Macron avant quels étaient ses modèles en politique, ça c'était dans un documentaire qui est passé sur la chaîne parlementaire, je le cite souvent en référence parce que c'est très éclairant sur la façon qu'il a de procéder en politique. Il citait Simon Nora et François Bleucléné, c'est-à-dire deux hauts fonctionnaires. Ouais. Pour lui, la politique, ce sont les hauts fonctionnaires qui, venant de la gauche, sont capables de se mettre au service de différents pouvoirs, notamment à l'époque le pouvoir gaullien. C'est ça sa conception. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce discours. Ensuite, je rejoins ce que vient de dire Gérard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher tout et son contraire. S'il n'avait pas fait une déclaration de politique reposant sur les grands principes, tout le monde aurait dit « il mange le Premier ministre ». Bon, il fait un discours sur les grands principes, on dit « ah, finalement, il n'y a pas de concret ». Le lendemain, vous avez le Premier ministre qui s'exprime, Édouard Philippe, déclaration de politique générale. Premier reproche, oh là là, il n'y a que du factuel et du concret, on ne parle que de l'augmentation du prix des cigarettes. Donc vous voyez, la presse politique, dans son ensemble, pas toute, mais dans son ensemble, a quand même tendance, en général, à appréhender le macronisme au pouvoir sous deux angles, qui est celui de la recherche permanente de la contradiction et qui est celui aussi du pointage de la politique de la communication permanente. Ce qui n'est pas ça non plus, en vérité. Macron se sert des pratiques de communication pour faire de la politique. Et le Congrès, de ce point de vue-là, clôt une séquence de 2 mois qui était l'installation du président Macron en majesté, en Jupiter raté, si vous voulez, etc. Bon, c'était ça la séquence. Je pense qu'il est temps d'en sortir. Voilà. Parce que quand vous regardez les premières enquêtes d'opinion, au-delà des sondages quantitatifs de popularité, sur le qualitatif, vous voyez poindre un certain nombre de potentiels soucis. J'observe ce qui se passe, par exemple, s'agissant de la réforme du Code du travail, sondage après sondage. Vous voyez que les Français commencent à se dire, oui, réformer le Code du travail, d'accord, mais quand même... pas autant que certains le veulent au gouvernement. Ça commence à poindre. Et effectivement, de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon a bien raison d'en faire un élément de cristallisation de son opposition parce qu'il va capitaliser là-dessus. Est-ce que les Français ont un problème, dans le fond, avec les réformes? C'est qu'ils en veulent. Ils veulent des réformes avec leur tête, mais pas avec leur tripes. Ils veulent des réformes, oui, sans doute, mais tout dépend de quelle réforme, parce que le mot réforme ne veut rien dire. Il est agité. Quand Macron dit rendre la grandeur à la France, c'est aussi économiquement. Oui, mais par exemple, on voit bien dans les derniers chiffres qui pleuvent sur les bénéfices du CAC 40, sur les dividendes des actionnaires, sur l'explosion des grandes fortunes multipliées par 12 en 20 ans, que de l'argent, la France n'en manque pas. Il y en a beaucoup. Et donc, c'est pas forcément dans la poche des Français qu'ils souhaitent que
cet argent soit puisé. Et les réformes qui sont proposées sous des dehors et sous des principes généraux conduisent toutes, dans celles qui ont été proposées dans les dernières années, à mettre en cause des droits des salariés, de la stabilité dans le travail, de la sécurité dans les conditions de vie et des services publics qui sont, pour les gens qui sont les plus pauvres, j'allais dire, leur seule propriété, leur seule possession. Donc, les Français sont réticents à des réformes qui ne bénéficient pas à la majorité des Français. Ouais. Donc, en fait, Virginie, ce qu'a dit Édouard Philippe donc mardi à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est un mélange de rigueur et de social-libéralisme avec des réformes quand même, enfin des annonces qui avaient été faites qui seront un peu reculées, notamment comme la CSG ou la taxe d'habitation. Voilà, comment vous analyseriez le Édouard Philippe a été extrêmement discours fidèle aux promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Il a quasiment tout redit sans rien oublier. Il n'y a pas de reniement, simplement il a repoussé dans le temps un certain nombre de mesures, partant du principe que, comme on l'a entendu la semaine dernière, il y a eu une séquence extrêmement claire. La Cour des comptes a rendu un rapport et Édouard Philippe a fait mine de découvrir que dans le budget 2017, il manquait 8 milliards. Et que ces 8 milliards, il allait bien falloir les trouver quelque part. Donc, probablement, toute cette séquence pré-déclaration et d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, elle a servi à ça, à expliquer aux Français qu'on ne pourrait pas tout faire, que la situation financière de la France était plus difficile que ce qu'on pensait. D'ailleurs, il a longuement parlé de la dette, des intérêts de la dette. Voilà, donc effectivement, il a repoussé la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages à la fin du quinquennat, après concertation, j'imagine, avec les collectivités locales. Donc là, ça reste extrêmement vague. La CSG, en revanche, ça va se faire. La réforme de l'ISF, elle est repoussée d'un an. Elle sera appliquée en 2019, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui manque d'autre dans ce qui a été annoncé? Et effectivement, il s'est intéressé à des choses extrêmement concrètes. Le prix du paquet de cigarettes, le remboursement des lunettes. Voilà. Mais après tout, les déclarations de politique générale, c'est toujours comme ça. C'est au Premier ministre d'annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles. C'est à lui de se mettre les mains dans le cambouis. C'est exactement ce qu'Édouard Macron l'a laissé faire. Emmanuel Macron, pardonnez-moi. Emmanuel Macron, il s'est contenté d'un discours très général. Moi, je le trouve trop général et surtout probablement un peu abscon pour l'auditoire à qui il s'adressait. Je ne sais pas combien de Français en ont vraiment compris la réelle substance. Et en plus, il était trop long pour être vraiment accrocheur. Mais pour autant, il a laissé à son Premier ministre l'ensemble du détail des dispositions qui vont être prises. Ça, c'est du grand classique. Hein. C'est du grand classique. Comme il est du grand classique, quasiment à chaque nouveau mandat, de découvrir une situation financière plus grave que celle qu'on imaginait et du coup, de décaler les réformes qui avaient été annoncées pendant la campagne. Ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que l'ère Macron démarre comme les précédentes ères. Exactement pareil. Gérard ? Non, je reviens à la question initiale que vous avez posée sur les Français et les réformes. Oui, les Français, c'est une évidence, sont rétifs aux réformes. On peut prendre tous les exemples, y compris des exemples qui ne sont pas sur des lois sociales. Mais pas qu'on leur pose la question, ils sont d'accord, il faut réformer, oui, bien sûr. Non, quand on leur pose des questions, bien sûr, oui, quand on leur pose des questions. En fait, quand on regarde, je crois que c'est Tocqueville qui disait, la France est le pays qui adore les révolutions et qui déteste les réformes. C'est ça. Mais on peut prendre tous les exemples. Vous regardez le mariage pour tous, le psychodrame invraisemblable que ça a été en France quand en Angleterre, ça a été réglé en un mois et en Allemagne en une semaine. Ouais. C'est comme ça. La France, c'est quelle que soit la réforme. Et cette réforme du Code du travail, là aussi, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on en parle, qu'aucun gouvernement n'a pu le faire, alors que, je suis désolé, mais quasiment tous les pays d'Europe l'ont fait. Tout simplement parce que le Code du travail a été écrit dans la première moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, on est en 2017, qu'entre-temps, il y a eu la mondialisation, qu'entre-temps, il y a eu le numérique, etc., etc., que les choses vont beaucoup plus vite et qu'effectivement, il faut revoir un certain nombre de choses. Et je vous dis, tous les pays l'ont fait, sauf la France. Ouais. Et donc, mais en même temps, c'est une réforme qui est essentielle parce que Macron est un Européen et il a vendu aux Européens l'idée que certes, il fallait réformer l'Europe, mais que la France ne pouvait demander cette réforme de l'Europe que si elle-même réglait enfin les problèmes qu'elle a et que les Européens lui demandent de régler depuis des années et que aucun chef d'État, que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, ne l'a fait. Ouais. Donc voilà, il en va de la crédibilité de la France. Donc il faut absolument qu'il fasse cette réforme. Pour l'instant,
il faut bien évidemment pas s'avancer trop vite, mais pour l'instant, ça se passe pas, semble-t-il, aussi mal que ça. Vous remarquerez que Jean-Claude Mailly, qui jusque-là n'est pas forcément un grand réformiste, pour l'instant, il reste très prudent. Ils sont dans la négociation, dans la concertation, etc. La CFDT, ce sera sans doute plus facile, mais ce sera de toute façon une épreuve très difficile. Oui. Mais il faut faire cette réforme. Oui. Moi, je ne suis pas sûre que les Français soient si rétifs aux réformes que ça. Ils n'ont cessé de dire tout au long de l'année. Moi, je croyais que la gauche allait faire des choses, elle ne les a pas faites. Je croyais que la droite allait faire des choses, elle ne les a pas faites. Je veux maintenant que les choses changent. Et Emmanuel Macron, alors pour le coup, il a été d'une clarté absolue. Il a annoncé ce qu'il allait faire, il le fait. Je ne suis pas sûre que les Français soient contre ça. En revanche, quand ils vont se rendre compte, probablement d'ailleurs... emmenés peut-être trop loin, manipulés, chauffés par Jean-Luc Mélenchon, que ça peut changer leur vie quotidienne, ils vont peut-être manifester de l'inquiétude. Pour autant, si c'est bien mené, si c'est mené en amont, s'il y a des vraies concertations, je ne suis pas sûre qu'ils y soient si hostiles que ça. Et après, Patrick, oui. Si vous voulez, comme disait Mitterrand, toute situation est porteuse de son contraire. Macron, il a gagné en installant une force politique centrale, qui a déporté sur l'opposition la droite, très à droite, et la gauche, en passage effectivement en tuant le PS, très à gauche avec Mélenchon et d'autres forces politiques. Donc quand vous êtes comme ça installé au centre, quand vous portez des réformes extrêmement consensuelles, de ce point de vue-là, l'enquête Elabé qui est parue cette semaine est très intéressante. Quand le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, dit on va remettre du mérite dans l'école républicaine, tout le monde applaudit, aux 2 tiers. Quand le président de la République dit on va faire une réforme institutionnelle, on va supprimer 1/3 des députés, on va réduire le nombre de parlementaires, on mettra un peu de proportionnel, tout le monde est content, 2 tiers des Français applaudissent. Quand vous vous attaquez à la fiscalité, ça baisse. Quand vous vous attaquez à la fiscalité, ça baisse. Quand vous vous attaquez au code du travail, ça baisse. C'est-à-dire que vous voyez bien que d'une certaine façon, il y a un moment où d'être porté par une force politique centrale, ça vous handicape. Parce que les clivages ne sont plus ceux d'avant. Et d'une certaine façon, ça vous handicape parce que sur vos 2 ailes, vous avez des oppositions extrêmement fortes. Et il n'y a plus de consensus possible. Ou en tout cas, il n'y a plus de force politique majoritaire, ou à gauche ou à droite, qui vous aide à faire passer un certain nombre de réformes. Je prends un exemple très simple. La PMA, le Conseil national consultatif de l'éthique a dit on peut ouvrir la PMA aux couples de femmes mariées, et vous verrez que le président Macron va hésiter. Pourquoi ? Parce que dans sa majorité, dans son gouvernement, vous avez des gens qui sont extrêmement coincés là-dessus, et donc il n'ira pas. Alors que s'il était clairement ancré à gauche, comme l'était François Hollande, il pourrait y aller. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout l'inconvénient de cette force politique centrale qu'il a créée, c'est qu'elle est porteuse aussi de ses propres contradictions. Ce qui est quand même très frappant, c'est que aussi bien Emmanuel Macron qu'Édouard Philippe n'ont convaincu que 25% des Français, selon l'enquête qui a suivi. C'est dire que... l'électorat du premier tour. Mais c'est ce que j'allais dire. Il a comme socle l'électorat du premier tour, et ça ne va pas au-delà. Quant à la réforme du Code du travail, je ne crois pas que ça se passe aussi bien que ça. Les discussions qui ont lieu en commission jusqu'à présent et les auditions qui ont eu en commission ont montré que l'ensemble des syndicats montaient de ton face aux propositions qui se précisent, parce qu'au début, la concertation, ça a été dites ce que vous voulez, nous, on ne précisera pas notre projet, on ne vous donnera pas de texte. C'est comme ça que les syndicats ont été accueillis. Nous, on a publié dans l'Humanité une interview du président de la CGC, qui est quand même pas un syndicat qui est habitué, non mais qui est un habitué des grandes manifestations et des grandes grèves, qui est extrêmement dur sur les projets. Donc je crois qu'on va attendre ce rendez-vous. L'expérience des voisins, que ce soit l'Allemagne avec cette montée de la pauvreté et le fait que maintenant l'ensemble des organisations syndicales mettent en cause les réformes Schröder, les accords Hartz, etc. Le fait qu'en Grande-Bretagne monte un mouvement autour de Corbyn avec des dizaines de milliers de personnes qui viennent de manifester contre la destruction du service public et contre les nouvelles mesures d'austérité, montre que les réformes qui ont été pratiquées dans ces pays, non seulement n'ont pas été efficaces, mais elles ont massivement appauvri les gens qui étaient déjà les plus en difficulté. Et l'Allemagne a 17% de pauvres, bien au-delà de la France. Je poursuis. Je crois que ce type d'expérience fait que les Français, oui, une simplification du Code du travail, d'accord, mais pour qui ? Au profit de qui ? Si c'est pour se retrouver de plus en plus précaire, alors que le travail déjà souffre d'une précarité qui s'étend, si c'est se mettre finalement à la disposition du patron avec les négociations d'entreprise, les référendums d'entreprise, etc., il voit bien les risques qui se présentent. Gérard ? Oui, d'un mot.
on aura du mal à me faire croire que l'Allemagne est un pays épouvantable de pauvreté, etc. Il y a effectivement, je ne dis pas que c'est un pays modèle, il y a effectivement un petit problème de pauvreté, mais d'une façon générale, c'est un pays qui est, je suis désolé, en bien meilleure situation que nous, et notamment en termes d'emploi. Deuxièmement, je redis, et il y a d'autres pays, comme par exemple les pays scandinaves, qui eux connaissent moins ces problèmes de pauvreté qui sont effectivement assez importants en Allemagne, qui ont tous fait ces réformes. Et puis enfin, des grands pays européens, nous sommes quand même celui qui n'arrive pas depuis plus de 30 ans à sortir du chômage, avec toujours autour de 10% du chômage. Alors moi, je veux bien qu'on ne fasse rien, qu'on continue comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais il faut peut-être essayer d'autres solutions, d'autres réformes, et effectivement accepter cette idée qu'il faut sans doute assouplir un certain nombre de règles, ne serait-ce que vis-à-vis des chefs d'entreprise. Pour prolonger ce que vient de dire Gérard, Emmanuel Macron, pendant toute la campagne, il n'a cessé de répéter que, ça c'est pour répondre à Patrick, le marché français du travail, il a une spécificité, c'est que finalement c'est devenu un marché réservé à une catégorie de privilégiés. C'est-à-dire vous avez des salariés surprotégés, je ne dis pas qu'il faille enlever les protections, mais vous avez des salariés protégés, et vous avez les salariés les plus âgés qui se retrouvent au chômage, qui sont dans une peine épouvantable pour trouver un emploi, et on a un taux de chômage des jeunes, à qui le marché du travail est quasiment fermé de fait, qui dépasse les 25%. Donc son idée, je ne sais pas si elle est juste, je ne sais pas si elle est bonne, en tout cas, c'est de donner à ces jeunes ou à ces plus anciens les moyens d'avoir accès à un marché du travail plus fluidifié en modifiant le camp du travail. Première remarque. Deuxième remarque, il y a quand même une contrepartie qui est prévue à cette ouverture, c'est la réforme de l'assurance chômage, que Emmanuel Macron veut nationaliser et qu'il veut ouvrir à quantité de gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, de son point de vue à lui, le système a été pensé de manière équilibrée. Et en excluant des gens qui refuseraient 2 offres prétendument des... Mais c'est déjà le cas. Non. C'est déjà en vigueur. Si, juridiquement, c'est en vigueur. Et Martine Aubry, si. C'est pas appliqué, mais c'est en vigueur. On va, avant de passer à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult, je voudrais qu'on parle du rapport d'Emmanuel Macron à la presse, parce que c'est un sujet qui, tout de même, est en train de se poser. On sent bien un énervement chez les journalistes à propos d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il a refusé cette interview du 14 juillet, enfin qu'il n'en fait pas, sous prétexte qu'effectivement, l'Élysée, dixit, en parlant d'Emmanuel Macron, a une pensée trop complexe et ça ne ferait pas l'affaire face à des journalistes. On disait tout à l'heure, il va falloir qu'il sorte de cette séquence-là. Comment, aujourd'hui, retisser un lien avec la presse parce que, clairement, il n'aime pas la presse, Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il n'aime pas la presse, mais il prend le contre-pied. Tous les journalistes se plaignent de ne pas avoir d'interlocuteur à l'Élysée. Regardons ce qui s'est passé depuis 10 ans. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient avec la presse des liens fréquents, les offres se multipliaient, qui étaient tous brûlés. On était gavés d'infos. Enfin, voilà. Pas d'infos. Avec Nicolas Sarkozy, c'était chaque jour un événement, le suivait qui voulait, il parlait à tort et à travers, enfin énormément. François Hollande a fait exactement la même chose. On a bien vu que quand ce livre est paru d'Ave et l'Homme, il les avait vus 60 fois, ne serait-ce que pour un livre. Et je crois qu'il y a eu une étude qui a été faite où on a dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il avait consacré 30% de son temps à parler à la presse. Bon, Emmanuel Macron, il fait exactement le contraire. Oui. Il prend de la distance, il prend de la hauteur, il considère que la presse doit être tenue, si possible, il a tort ou il a raison, un petit peu à l'écart. Il laisse plus rentrer les journalistes à l'Élysée au moment de la sortie du Conseil des ministres. Il avait même choisi plus ou moins ceux qui devaient le suivre lors de son premier déplacement. Enfin, il a un rapport distancié, pour ne pas dire un peu méfiant, avec la presse. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis qu'il est à l'Élysée, il n'y a quasiment pas, en tout cas sur le sol français, il n'y a pas eu d'exercice question-réponse. Il y a, lui, quand il parle, jamais de questions et donc jamais de réponses. Les seules interviews ou conférences de presse, petites conférences de presse qu'il a données, c'est quand il était à l'étranger, et en général avec un autre chef d'État, et donc il répondait à quelques questions. En France, jamais. Alors, est-ce que c'est une façon de dire « j'ai pas à répondre aux questions de la presse » et moi, quand je parle, je ne souffre pas de contradiction? C'est vrai qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'il se plie à un exercice un peu plus souple. Gérard et puis je souscris pleinement à tout ce que vient de dire Virginie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il se définit sa politique de communication exactement en opposition à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et d'autre part, effectivement, c'est pas un ange. C'est-à-dire que là, comme sur le reste, il a un côté très, entre guillemets, professionnel, largement inspiré par ce qu'avait fait Obama. C'est-à-dire, effectivement, c'est lui qui décide et il n'y a pas de copinage. Voilà. Tout est
tout est travaillé, il intervient. Et quand vous regardez, c'est très très bien fait. C'est de la communication, mais après tout, c'est normal qu'il fasse de la communication. Il décide, il apparaît tous les 2 jours. On parle de lui tous les 2 jours, avec toujours il se met en scène. Mais c'est comme ça. C'est du professionnalisme. Ouais. Il a raison. Désintermédiation, c'est-à-dire que le président est en communication directe. C'est à la fois calqué sur le modèle Pilan-Collet inventé pour Mitterrand et sur le modèle Obama. Si on s'adresse directement aux Français par la mise en séquence d'une succession d'images qui valent message. La dernière en date, c'est l'hélitreuillage dans l'uniforme. Le jour de la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe. Voilà, dans le sous-marin, le terrible. Bon, vous avez il y avait le capitaine de Pédalo, il y a celui-là, c'est ça. Par ailleurs, pour ce que j'ai compris, Emmanuel Macron, il n'est pas méfiant vis-à-vis de toute la presse. Il est méfiant vis-à-vis des journalistes politiques, pour les raisons que nous avons dites. Davet-Lhomme, François Hollande, Rissouli, André, François Hollande, des livres de Hoff, le président qui piapiate partout. Auparavant, c'était Nicolas Sarkozy. Bon, il y a cette méfiance-là. Il y a une deuxième raison à cette méfiance. Je me souviens pendant la campagne, à un moment où on l'a vu avec Challenge, il nous a dit « les journalistes n'aiment pas les belles histoires ». Et ce qui s'est passé ensuite avec l'épisode de la Rotonde a achevé de le convaincre que décidément, entre les préoccupations des journalistes politiques à la française et l'idée qu'il se fait de la façon dont on devrait rendre compte des histoires, il y a un fossé. Souvenez-vous de cette formule diffusée par envoyé spécial. Le métèque était dans la place, il fallait lui faire payer d'être dans la place alors qu'on ne voulait pas de lui. Donc il y a un rapport effectivement, entre guillemets, je pèse le mot, un peu parano vis-à-vis de la presse. Je ne sais pas comment il va en sortir. Je ne sais pas s'il veut en sortir. Parce que le constat est fait, je ne sais pas comment l'entourage veut en sortir. Est-ce qu'ils vont rester dans cette dynamique tout au long du quinquennat ou est-ce qu'il y a un moment ou un autre, il y aura une forme d'ouverture? Ça, je n'en sais rien. Presque obligatoire. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Je sais aussi, et j'en termine là, par exemple, qu'il a refusé le 14 juillet parce qu'il ne veut pas être confronté à des journalistes présentateurs de journaux qui sont des généralistes qui ne connaissent pas nécessairement l'ensemble des dossiers qu'il a envie, lui, d'aborder de son point de vue de président, parce que je rappelle cette triste réalité française, mais qui est une réalité, c'est qu'une émission de télévision où il y a le président de la République, c'est toujours une coproduction, chaîne de télévision Élysée. Moi, j'ai l'impression que c'est bien, c'est une réalité. Le fait qu'il refuse une certaine connivence qui existe entre une partie de la presse et la présidence ou les pouvoirs établis, c'est pas mal. C'est pas mal, Ça fera une cure de désintoxication pour certains journalistes. C'est plus sain. Il y a quelque chose de plus sain. Autre chose est le refus de la contradiction. Parce qu'on évoque la stratégie d'Obama. Obama, il faisait des conférences de presse face à la presse. Obama, il allait dans des émissions de télé où il se faisait secouer par des journalistes. Pour l'instant, Emmanuel Macron, il fait de la communication d'entreprise, c'est-à-dire juguler et contrôler, et qui ne supporte pas la contradiction apportée. Dans le choix des journalistes, dans un certain nombre de ses déplacements, je peux dire que l'humanité n'est pas particulièrement bien traitée de ce point de vue, et nous n'étions pas écartés dans les déplacements de Nicolas Sarkozy, par exemple. Et ça pose un vrai problème. On ne peut pas choisir seulement les journalistes qui vont porter la parole communicante du président de la République, et il va bien falloir qu'à un moment, le président de la République accepte d'être mis en face de contradicteurs, parce que ça fait partie de l'exercice de la démocratie, et je le répète, l'entreprise n'est pas le lieu de la comment démocratie. Il sort de sa séquence, effectivement, jupitérienne. Je voulais simplement ajouter que Emmanuel Macron s'applique ce principe à lui-même, mais il l'applique à tout son gouvernement en leur disant pas un mot sans que mais ça marche. La page 2 du Canard est un peu moins pas de fuite alimentée. Et quand il y a eu des fuites, le ministère dont le document avait fuité a porté plainte. Autrement dit, l'avertissement était très clair. Rien... pas même vis-à-vis de l'administration qui souvent peut avoir envie de donner des documents de travail. Là, c'est très clair. C'est verrouillé de chez lui jusqu'en bas. Voilà, pour le malheur de certains journalistes, en tout cas, et de leurs journaux. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Ma chère Véronique, bonjour. Bonjour. Et vous êtes bien plus grande, vous avez des talons et moi j'ai des talons plats. Bon, ça va pas du tout. Bon, voilà. Comment allez-vous? Alors, très bien. Bon. Alors donc, comme chaque semaine, vous scrutez les réseaux pour nous. Donc, on va s'amuser à faire un peu le comparatif des discours entre celui d'Emmanuel Macron, bien sûr, et celui, ce qu'on a fait, nous déjà, et celui d'Édouard Philippe. Alors, il y a évidemment une petite battle, forcément. Alors, le sujet, c'est de savoir déjà sur le volume qui
a fait le plus parler? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour le président. C'est le président quand même qui intéresse plus les internautes que le Premier ministre. En tout cas, son discours a plus fait parler. Alors, pour toutes les bonnes raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, parce que d'abord, sa parole était très attendue, parce que c'est quand même un nouveau format, parce que c'est le président, parce qu'on a envie de l'entendre. Donc, ça explique pourquoi il y a eu autant de commentaires. Pour ce qui est du Premier ministre, évidemment, c'était important. Donc, il y a quand même beaucoup de messages, près de 60 000 messages depuis le 3 juillet jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'est plus classique, c'est plus attendu. Ils étaient un peu moins curieux. Après, le sujet, c'est... Voilà, si on devait comparer, s'il y a des points communs donc, dans les sujets. On va dire que pour les 3 mots qui ressortent le plus pour le discours du Congrès de Versailles, c'est long. Voilà, oui. On va dire la forme. Il y a eu quand même beaucoup de messages qui disaient que la forme n'était pas là. Mais il y a le mot vision qui ressort fortement. Et puis le mot patron, comme vous le disiez, il est perçu comme un manager. En fait, on avait l'impression qu'il était en train de donner des objectifs avec des indicateurs de performance. Donc quelque chose d'assez nouveau qui a beaucoup fait parler. Pas forcément en mal d'ailleurs. Globalement, on va dire que la forme n'était pas terrible, mais le fond fonctionnait plutôt bien. À l'inverse, pour le Premier ministre, la forme, elle était plutôt bien jugée. C'est le mot rythme qui en parle. En fait, ils ont trouvé que c'était rythmé, que c'était dynamique, il y avait quelque chose d'intéressant. Par contre, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'annonces, que c'était très fouillis, qu'on ne comprenait pas forcément, que ça allait un peu dans tous les sens et qu'il y en avait presque trop et qu'à la limite, ils auraient préféré qu'il y en ait un peu moins, un peu plus détaillé. Pas faux. Hein. Et si on regarde qui étaient les opposants, donc les plus visibles? Alors là, c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas tellement d'opposants, en fait, pendant ces deux points-là. Pour ce qui est du congrès de Versailles, le tweet qui a été le plus repris et le plus visible pendant le discours et aussi encore un peu après, c'est un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a été partagé plus de 2300 fois, retweeté 863 fois et qui a eu 7447 j'aime sur Twitter et sur Facebook, ce qui est beaucoup. En fait, il est très malin, toujours pareil. Hein, Jean-Luc Mélenchon est très malin, il sait très bien servir des réseaux sociaux. Donc lui, quand il poste sur Facebook, il le relaie sur Twitter et réciproquement. Et donc en fait, c'est sur Facebook où il a le temps d'expliquer. Et vous voyez d'ailleurs, il a relayé sur Twitter son post Facebook expliquant en quoi il était mécontent. Et ça a bien fonctionné, et ça fonctionne encore. On est le 6 et ça continue à bien fonctionner. Donc il se sert bien des réseaux sociaux. Et c'est lui qui a été de loin le plus visible, et la France Insoumise aussi pendant ce discours, parce que les militants et les sympathisants de France Insoumise ont beaucoup commenté. Ils sont très organisés. Ils ont été. Quand ils vous trollent, vous n'en sortez pas. Hein. Et puis non seulement ils sont organisés, mais les messages sont repris. C'est-à-dire que c'est très. Ils savent créer de l'engagement. Je sais. Patrick, un mot sur Mélenchon, donc à l'Assemblée nationale, du bruit, de la fureur qui... Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit le bruit et la fureur. Ça a été en tout cas des mesures et des décisions symboliques, notamment de ne pas être à Versailles, de ne pas aller au discours, et ça, vous l'avez... nouveau discours du trône. Les sans-cravates. Moi, je trouve que c'est la dérive institutionnelle qui conduit peu à peu l'ensemble vers un absolutisme présidentiel mérite d'être notée et d'être marquée. Et donc, les insoumis, les communistes et même un certain nombre de centristes ont décidé de marquer cette dérive institutionnelle. Et ça, je pense que ça a été assez efficace. Et une dizaine de socialistes. Relevé et entendu. Une dizaine de socialistes, oui, c'est vrai. Après, je pense que les épisodes, cravate ou pas cravate, là sont de l'anecdote, mais je crois qu'il y aura effectivement du côté de la gauche, communistes, insoumis, quelques socialistes, une opposition qui sera tout à fait résolue aux mesures très libérales, aux 60 milliards de suppression de dépenses publiques, etc. Véronique, aussi il y a un tweet qui a été très visible. Alors là, c'était pendant le discours d'Édouard Philippe, voilà. Et alors là, c'était pas France Insoumise qui s'est illustré. En fait, c'est un tweet de Dupont-Aignan, en fait, qui a été très repris. C'est celui qui a été le plus repris sur Twitter. 7700 partages quand même, 933 retweets. C'est le anti-vaccin. Alors 554 j'aime seulement, donc par rapport à Jean-Luc Mélenchon, il l'utilise moins bien parce qu'il n'est pas sur Facebook. Voilà, mais enfin voilà, il a illustré avec un message sur les vaccins, le lobby pharmaceutique. Voilà, mais vive le retour de la variole. Oui, c'est le lobby anti-vaccin. Non, mais c'était intéressant de voir que c'est lui qui était l'opposant et que c'était pas France Insoumise. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de différent. Sur le vaccin, ils disent tous la même chose. Oui, mais par contre, c'est lui. Enfin, il a réussi à émerger avec les mêmes éléments de langage. Voilà. Après, il y avait beaucoup d'annonces.
Oui. Beaucoup. Et donc, on a essayé de regarder quelles sont les annonces qui ont été les plus commentées à l'issue de ces 2 discours. Alors, on a retenu les 8 annonces. La première, c'est la taxe d'habitation qui a fait parler de loin. Elle n'est pas forcément très bien vue. Elle suscite beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, on se pose des tas de questions et les internautes sont un peu angoissés des conséquences. Le deuxième, c'est le vaccin qui a fait parler. Là encore, on ne peut pas dire qu'il y a un enthousiasme. Alors, ce qui est en bleu, paradoxalement, sur ce schéma, n'est pas apprécié. Ce qui est en rouge est plutôt apprécié. Voilà, c'est la vie. Ouais, et donc, le tabac est plutôt apprécié. C'est le 3e sujet. 4e sujet, l'état d'urgence, où en fait, ils trouvent que c'est bien qu'on se pose cette question. Ils sont plutôt contents des mesures qui sont proposées. Arrive en 5e, l'augmentation de la CSG. Et là, ils ne sont pas très contents. En 6e, les sujets autour des pétitions, ce qui est assez normal parce que finalement, ce sont des internautes et ça leur plaît plutôt. Et de savoir que les pétitions seront un moyen pour poser un sujet devant le Parlement. Donc là, c'est bien jugé. Arrive ensuite la fin de l'ISF sur les capitaux. Non pas qu'ils ne soient pas contents que l'ISF sur les capitaux... Enfin, que l'ISF soit maintenu sur l'immobilier, mais c'est plus que voilà, cette distinction entre les deux, ils ne la comprennent pas. Et il y a pas mal de discussions autour de... C'est les petits propriétaires qui vont être pénalisés. Et puis le dernier, qui arrive très loin derrière, le 8e sujet, c'est la réforme du bac. Honnêtement, c'est loin derrière. Très loin derrière. Ce n'est pas du tout une préoccupation pour les internautes, alors qu'on était en plein bac, donc on aurait pu se dire que... Non, ils considèrent qu'on a d'autres sujets. Quoi. Bon, la taxe d'habitation, en plus, elle concerne tout le monde. Peu de Français. Oui, mais en fait, c'est un sujet, on voit bien 80% des ménages étaient concernés par la supposée suppression de la taxe d'habitation. Ils se posent des questions sur les conséquences que ça aura sur le territoire. Sur les communes, bien sûr. Donc, très lourd de sur les collectivités locales. Les collectivités locales dépendront de dotations dont Emmanuel Macron a annoncé qu'elles seraient négociées contre des suppressions d'emplois et donc de services publics dans les collectivités locales. En plus, on voit que c'est un vrai sujet d'inquiétude, que c'est plutôt sur Facebook qu'on en parle que sur Twitter, qui sont les lieux où on prend le temps d'échanger, discuter. Merci beaucoup, merci Véronique, merci à tous et l'info continue sur France 24. Merci.